Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce 26e épisode de Kiss My Ace, spécial tournée asiatique où on a eu la fin de Pékin ces derniers jours. Donc, il y a un WTA 1000 chez les filles, un 500 chez les mecs. On a eu un Alcaraz Sinner en grande pompe en finale. Euh, et puis, on a aussi le début du Master 1000 de Shanghai qui peine à se faire sous la pluie. Et celui-ci, on passe sur le dernier WTA 1000 de la saison 1 du One. Donc, on va un peu parler de tout ça. Bien évidemment, je ne serai pas seul. Je serai accompagné de Fernando. Comment ça va? Ça va très bien, Auguste, merci. Et puis, revenant, on va dire ça comme ça, PH est avec nous. Comment ça va, PH? Bonsoir les gars, bonsoir à tous. Et bah ça va très bien. Je suis content de faire mon comeback et de pouvoir parler tennis avec vous. J'ai hâte. Et ben voilà, ça nous promet un beau podcast. Donc, on va pas perdre plus de temps que ça. Et puis, on va tout de suite revenir sur la semaine qui s'est passée à Pékin. On va commencer côté filles. On a eu un WTA 1000 l'avant-dernier de la saison qui a sacré Coco Gauff après une finale expéditive contre Muchova où Gauff gagne 6-3, 6-3, 6-1, il me semble, ou 6-1, 6-3. Je n'ai plus. 6-1-6-3. 6-1, 6-3, où franchement, il y a pas eu match, hein, on va pas se mentir. Autant on a eu un beau tournoi avec plusieurs matchs serrés, autant sur la finale, ça a été vite plié. Fernando, je te lance tout de suite. Enfin, qu'est-ce que tu as pensé de cette finale entre Goff et Mkrova et plus généralement sur la semaine de Goff? Eh bien, alors, après le changement d'entraîneur, de coach, c'est plutôt encourageant parce que là, je me rappelle dans un des derniers podcasts sur les choses qui nous provoquaient le plus de doutes par rapport à la fin de cette saison, Coco Gauff revenait souvent. Et bon, là, pour le coup, elle répond présente d'une façon très, très solide. Concrètement, la finale. Effectivement, comme tu dis, il y a pas grand-chose à raconter. Et Muchova, je ne sais pas s'il est arrivé au bout de ce qu'elle pouvait donner. Je pense que le jeu de Goff n'est pas l'idéal pour elle. Et je me demande aussi si ce ne serait pas ce genre de joueuse de tennis qui a du mal à revenir une fois qu'un match devient très compliqué. Très souvent, elle aime bien mener et au score et au jeu. Et dès que c'est un peu trop compliqué, c'est difficile pour elle. Je pense que là où Goff aurait pu avoir plus d'opposition, enfin, ou un écueil plus difficile, c'était en demi-finale, étonnamment, contre Paula Badoza. C'est un match, je pense que Badoza aurait pu gagner. Et donc là, peut-être qu'on aurait eu une autre finale pour Mokova. Oui, bien sûr, parce que bah, sur sa semaine, de toute manière, à Coco Gauff, la finale est limite son match le plus facile, parce que bah, enfin, elle gagne très très facilement contre Muchova à 6-1, 6-3 en 1 heure et quelques de jeu, mais elle a été poussée en 3-7 contre Badoza en étant menée 1-7-0. Pareil en quart contre une des surprises de ce tournoi, Starodu Betsewa, l'Ukrainienne, qui mène 6-2 dans le premier set avant de perdre. Huitième de finale contre Osaka, elle perd encore le premier set, puis la japonaise, elle fait forfait à la Ouais. fin du deuxième set. Contre Boulter, elle fait un gros premier set où elle gagne 7-5, après elle déroule. Et même contre Burel, qui on se dit, même si on aime bien Clara, mais il est quand même censé avoir une classe d'écart entre ces deux joueuses. Premier set, pareil, 7-5, 6, et après 6-3 dans le second, où on voit qu'il faut une mise en route un petit peu plus longue. Enfin, elle a eu aucun match simple. Et sur la finale, bien sûr, elle a pu dérouler tout son jeu. Et puis, moi, surtout, ce qui m'a surpris sur la finale, c'est qu'elle a rien raté, enfin, que ce soit enfin, dans tous les secteurs du jeu, notamment au service, où elle a un ratio de première balle hallucinant. Surtout qu'il y a quelques semaines,
on la plaignait parce qu'elle se tournait à des matchs à une vingtaine de doubles fautes par match. On disait, mais elle a tout perdu et son service, c'est une catastrophe. Et là, elle sort un match au service assez remarquable. Et oui, donc bah, deuxième WTA 1000 pour elle. Elle revient dans le top 4 mondial. Euh, et elle se lance très bien pour, bah, du coup, pour Johan qui est là cette semaine et surtout pour le Masters de fin d'année où il faudra quand même compter sur elle. Euh, Sinon, est-ce que tu as quelque chose à, 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 à rajouter, PH, sur cette finale ou sur l'état de forme de Goff en général? Bah, avant cette finale, il y avait déjà deux constantes. C'est que Goff, en finale, c'était du quasi 100%. Et que en face, Mourova, on était sur du 25% ou voire du 20%. Je crois qu'elle était à 1 sur 5. Donc non, ça a été respecté. Là où Goff est forte, je trouve, c'est qu'elle a réussi un peu à surmonter, comme tu l'as dit, ce problème récurrent qu'il peut avoir au service. Je l'ai trouvé assez solide sur l'exercice. Et surtout, on est dans un WTA 1000 où il manquait quelques têtes de série. On n'avait pas Swiatek notamment, on n'avait pas Rybakina qui vit une saison compliquée. Et Gauff, malgré sa saison aussi un peu en dents de scie, elle arrive et puis en fait, elle dit bah moi je vais rentabiliser à fond ma participation, je vais aller au bout. Et bon bah Zabalenka, Pegula se font sortir, il n'y a pas de problème. Moi je continue et je vais aller gagner mon tournoi et me remettre dans l'avancée. Mais il y avait peut-être pas meilleur match-up que Mourova en finale, qui clairement faisait peine à voir au début et ratait tout. Enfin, pour le coup, je pense que Goff, elle a fait une semaine parfaite dans tous les sens du Mm, terme. bien sûr. Parce que oui, dans les autres grosses têtes, on avait Sabalenka qui perd en quart contre Muchova et elle peut s'en vouloir parce qu'elle mène 4-2 dans le troisième set et elle perd 6-4 au final. On avait Pegula en bas qui perd contre Badoza en huitième, mais assez violemment, 6-4, 6-0. Mais après, Badoza fait une grosse semaine, enfin, avec toutes les blessures qu'elle a eues, c'est un peu une fausse outsider, parce qu'on sait qu'elle peut jouer à un niveau top 5. Voilà. Il me semble qu'elle a été numéro 2 mondial à son meilleur. Donc, on sait que elle, quand elle est en forme, elle peut battre presque n'importe qui. Et puis, il y avait Kim Wenzing qui était local de l'étape, qui a ramené beaucoup de monde en tribune, mais qui en plus a livré beaucoup de matchs en 3-7, mais qui a perdu en demi contre Mukrova aussi. Donc, ouais, il y a un moment où Goff, elle a réussi à se faufiler. Elle a pas joué énormément de grosses têtes, mais elle a bien su profiter de son tableau. Et comme on l'a dit aussi un peu plus tôt, même si elle n'a pas eu de grosses têtes de série à jouer, on ne pas gagner d'avance. Et elle a fait plusieurs matchs en 3-7. Et au final, bah, juste bien joué à elle, hein. On va pas lui reprocher toutes les défaites de ses concurrentes. Donc, ça reste normal qu'elle en profite et qu'elle aille au bout. Maintenant, j'aimerais aussi revenir sur le tournoi plus en général, parce que, bon, certes, c'est Goff qui va au bout, mais c'est passé quand même plusieurs choses autres et avant, plutôt dans le tournoi. Et je sais pas ce que vous avez pensé de ça, mais je pense que un autre fait majeur de ce tournoi, c'est la chinoise Shuai Zheng qui a brisé sa grosse série de défaites, de 24 défaites de suite, et qui là nous tape un quart en WTA 1000 avant de perdre contre Badoza. Est-ce que vous avez pu voir ces matchs ou pas, Fernando? Est-ce que tu as pu voir ces matchs ou pas? Non, non, je les ai pas pu voir, mais c'était en effet une surprise quand même. Le fait basculer de ne pas pouvoir gagner un match
à tout d'un coup devenir étonnamment intouchable. Après, bon, j'ai pas vu ces matchs-là, mais j'ai trouvé Badoza, du coup, enfin, j'avais l'impression qu'elle était trop forte. Je n'étais pas surpris du score, même si la fin était plus accrochée que ça finit en tie-break. Euh, Parce que j'ai l'impression que Badoza, dont tu parlais tout à l'heure, est devenu. Moi, je ne m'attendais pas hein, quand même à ce retour aussi d'elle. Je ne dirais pas que c'est aussi surprenant que celui de la chinoise, mais pour moi, c'est une joueuse qui était plus ou moins finie. Et Mm. là, ces derniers mois nous confirment qu'elle est toujours là et que moi, j'ai l'impression, je n'ai j'ai pas d'infos là-dessus, mais qu'elle a commencé un vrai travail physique. Ça se voit, elle est beaucoup plus en forme. Et je pense qu'elle avait vraiment besoin de ça. Il y avait beaucoup de blessures et en fait, ça s'explique. J'ai l'impression que c'était une joueuse qui n'avait pas suffisamment travaillé. En revanche, reste toujours ce côté mental qui, pour moi, était toujours été son handicap. Et là, la façon dont elle a fini par perdre des matchs, enfin, on se souvient de ce qui s'est passé. C'était contre qui déjà, où elle menait 5-1? C'était contre Navarro. Oui, Bon, voilà. Mais en tout cas, j'ai pas pu voir concrètement comment ça a été cette défaite des Zang. oui. Ouais, bah, c'est vrai que pour Badoza, là, c'est sa deuxième partie de saison. C'est assez solide parce qu'elle gagne à Washington. Elle fait demi à Cincinnati, un quart à l'US, demi à Pékin. Donc, elle revient bien. Et oui, Shuai Zheng, pour avoir vu quelques passages de ces matchs, c'est vrai que a été transformée, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est le fait de simplement jouer chez elle ou pas, mais elle était transformée. Elle était beaucoup plus portée vers de l'avant, vers l'attaque, et enfin, que- comme si perdre ou gagner, ça avait plus d'importance pour elle au moment où elle débute son tournoi, et une défaite de plus ou de moins à son niveau, c'est plus très important. Donc, enfin, c'est comme si elle se libérait de ce poids-là. Et ça l'a fait. Et aller jusqu'en quart en WTA 1000, bah, ça va lui faire du bien dans la tête et au classement. Donc voilà. Et donc bon, sauf s'il y avait autre chose à dire sur ce WTA 1000, on va pouvoir passer chez les hommes, euh, où on a eu une finale au 500 de Pékin entre Alcaraz et Sinner, qui a réjoui beaucoup de fans, où Alcaraz s'est imposé 6-7, 6-4, 7-6 en 3 heures 3 ou 3 heures 4 de match, il me semble, contre un Sinner pourtant en grande forme. Vas-y, PH, je te lance dessus tout de suite. Qu'est-ce que tu as pensé de cette finale, de cette victoire de Carlitos? Bah, j'ai envie de dire, c'est pour ce genre de match qu'on aime ce jeu. Quand le tableau est sorti en début de tournoi, on espérait tous, j'imagine, une finale entre les deux parce que chacun de leurs affrontements ou presque sont déjà des classiques. Je crois que c'était le 10e entre les deux. Donc il y avait un côté Ouais, contron qui était sympa. C'était la première fois en finale de 500 parce que je crois qu'il s'était joué qu'en finale de 250 à Oumag avant. Donc tout à fait. non, c'est un. On a beaucoup parlé de cette tournée asiatique. Elle fait débat pour plein de raisons, notamment sa place dans le calendrier. Mais c'est vrai que là, Sinner et Alcaraz sont arrivés de manière très sérieuse et appliquée. Ils se retrouvent en finale et puis la finale a valu le coup. C'est, on va se répéter, mais Alcaraz, il est toujours aussi flamboyant. Sinner, dans les moments importants, il est quand même exceptionnel parce qu'il n'a pas du tout la même palette technique, mais il arrive à s'en sortir. Plusieurs fois, tu te dis, Alcaraz, ça va le faire, il va prendre le lead. C'est notamment le cas dans le premier, dans le troisième set. Et à chaque fois, Sinner, un peu de nulle part, il revient, il pousse. Et puis, en fait, au bout d'un moment, on s'est tous dit, bon, bah, ça va se finir au tie-break, c'est obligé. C'est ce qui se passe. Et là, pour le coup, j'étais assez surpris que Sinner mette les trois premiers points. Je me suis dit, OK, Carlos, t'as pas fait tout ça pour ça quand même. Et puis après, bon, bah, il nous enchaîne 7 points et voilà.
Je pense qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de surprise quant au résultat au vu du contenu du match. Ça aurait pu être moins serré, mais toujours avec ces deux-là, c'est des matchs de fou. Donc voilà, on a pris du plaisir, évidemment. Évidemment. Bah oui, bien sûr. Et pour revenir sur ce que tu disais, on le voit un peu dans le scénario du match, parce que dans le premier set, Alcaraz mène 4-1, puis 5-2, et au final, ça va jusqu'au tie-break qui perd. Euh, alors que Alcaraz a eu une balle de 7 à... attends que je m'en fasse le film du match. Il a eu une balle de 7 à 6-5 pour faire 7-5, il le fait pas. Puis après, dans le tie-break, il mène 6-4, 6-5, il le fait pas. Et c'est Sinner qui fait 8 qui prend la première manche un peu contre le cours du jeu. Et dans le troisième set, donc on a un Alcaraz qui mène 4-2 et qui se fait remonter 5-4. Et ça va jusqu'au tie-break où on l'a tous vu, où Sinner mène 3-0 et Alcaraz dit t'es, t'es bien mignon, mais ce tournoi, il est pour moi, je vais te montrer comment, 7-3, quoi, et au revoir. Et oui, après, personnellement, je trouve que le match commence vraiment au milieu du deuxième set, où c'est à partir de ce moment-là où les deux joueurs jouent à leur meilleur niveau et en même temps, parce que je trouve que dans la première partie du match, c'est un peu sur courant alternatif, où tu as un qui joue bien pendant que l'autre est un peu en phase de creux. Et c'est à partir je dirais, allez, peut-être à 3-3 ou à 4-3 même, où Sinner doit sauver plusieurs balles de break, euh, où le match commence vraiment et ça s'envoie parpaing sur parpaing et ça rattrape tout, que ce soit attaque, défense, placement, service, enfin, tout est parfait et tu te dis que ce type de match, on veut plus. Voilà. Maintenant, je vais peut-être laisser Fernando parler sur cette finale. Faut pas trop en dire non plus. Donc, vas-y, Fernando, donne-nous un peu ton avis et ton ressenti sur ce match. Bon, mon ressenti, c'est que maintenant, c'était évidemment enfin le match qu'on attendait cette année. Mais entre parenthèses, je peux pas m'empêcher de me dire que qu'est-ce que c'est dommage de voir des finales comme ça à mercredi, quoi. Enfin, C'est c'est vrai. n'importe quoi, ces tournois qui finissent dans cette période de l'année, un mercredi ou un jeudi. Moi, personnellement, je me suis retrouvé à devoir le regarder sur mon portable. Enfin, bref, c'était un peu pénible. Et parce que c'était effectivement enfin le grand match. Pour moi, c'est le plus beau match de l'année. Il y avait eu Ouais. leur match incroyable en US Open en 2022. Oui. Là, c'était pareil, mais encore mieux parce que tous les deux sont encore plus forts qu'à l'époque. Et par rapport aux deux matchs précédents de cette année, qui ont été à Indian Wells et à Roland Garros, et qui avaient été des très bons matchs, mais quelque part un peu décevants, parce qu'on avait l'impression qu'il y avait un set pour l'un, un set pour l'autre, Mm. et aucun set vraiment disputé. Là, il y avait les moments clés du match, on les voyait arriver au moment parfait, avec les deux en train de faire ce qu'il fallait faire. Avec Alcaraz, peut-être avec une pointe plus d'inspiration, et qui prouve qu'il a retrouvé un petit peu ce mental qu'il avait perdu depuis les JO, au point d'être capable de oser ce que personne d'autre oserait dans des points décisifs et qui a toujours fait un petit peu son secret et aussi son charme, le plaisir de le voir, et le fait qu'il tente l'impossible. Je constate aussi à la fin du match les larmes de Ferrero, qui prouve jusqu'à quel point effectivement cette victoire a signalé un retour d'Alcaraz après une période très difficile. C'est aussi quand même trois victoires face à Sinner cette année, même si je continue à penser que c'est Sinner, peut-être en ces moments, on discutait la dernière fois avec Thomas, c'est quand même Sinner clairement le numéro un, mais le fait que Alcaraz ait réussi à le vaincre et à le vaincre en finale, et là pour la troisième fois, ça veut dire beaucoup de choses. Et sinon, plus dans le détail du match, et
revenons à ce que j'ai dit, à savoir, j'ai vu le match sur mon téléphone portable. Je voudrais que vous m'expliquiez le moment des changements des chaussures d'Alcaraz, qui a, pour les gens qui n'ont pas vu le match, dans les tie-breaks décisifs, euh, justement nommés, euh, Sinner commence très fort, il gagne 2 points. Le troisième point, je crois, il fait une amortie pour laquelle Alcaraz court et il n'arrive pas. Enfin, il arrive à passer la balle, mais il s'arrête comme s'il avait fait un double rebond. Et tout de suite après, il arrête donc sur 2-0 ou 3-0, pardon, le tie-break pour aller se changer de chaussures. Et je ne sais pas si vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que les chaussures ont cassé ou qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, alors, j'ai pas, enfin, ça m'a aussi paru bizarre ce changement de chaussures à un moment où normalement les joueurs n'ont pas à prendre un temps de pause. Mais oui, il me semble que les chaussures ont craqué et qu'il y a dû avoir un changement forcé pour Alcaraz. Mais, Parfait. c'est- mais, mais et en même temps, on peut se dire que ça a cassé le rythme du jeu et du tie-break et que ça lui a servi euh, pour la suite. Bah oui, parce que, alors, si ma mémoire est bonne, si au moment des 2-0, il Oui, change, je crois aussi. il perd le troisième point, mais après, c'est quand même, il se met tout de suite 6-3, quoi. Il fait 6 points d'affilée contre Sinner en tie-break. 7 points de suite. Voilà, et finalement, la balle du match, et il gagne, hein. Ouais. Donc, effectivement, c'était assez. Il y avait une dramaturgie assez intéressante, et notamment aussi le calme lequel Sinner attendait qu'Alcaraz change ses chaussures. Et bon, ça ajoutait une forme des drames et d'étrangeté au moment. Ça n'a pas joué non plus dans la qualité des points, parce que après, encore une fois, ils sont tous les deux survolés dans tous les points, mais effectivement, mine de rien, ces petits moments a changé un petit peu le tempo ou les momentum, comme on dit, du tie-break final. C'était assez curieux. Oui, c'est vrai, mais bon. Ah, après, on sait que Sinner arrive globalement à être toujours dans sa bulle. Et bon, même si ça a pu casser le rythme, je pense que ça n'a pas non plus changé grand-chose à ce tie-break. Et juste pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est 3 victoires pour Alcaraz contre Sinner en 2024 et à tous les niveaux. Ce que je veux dire, c'est Roland Garros Grand Chelem, à Indian Wells Master 1000 et à Pékin en 500. Donc, à chaque round de tournoi, c'est Alcaraz qui prend le dessus. Et, Et puis, et pardon, et 2 fois sur surface dure. Ça aurait pu ouais, être une sur terre et une oui. sur gazon, mais non. Ouais, ils se sont joués 3 fois, mais que sur 2 surfaces. C'est vrai. Ouais. Et donc bon, on a déjà eu 3 Alcaraz Sinner et on peut encore en avoir d'autres. Alors, pour Shanghai, il faudrait que Shanghai, j'ai pas tout le tableau, enfin toutes les parties de tableau en tête, mais Ils sont ils du même peuvent se côté. jouer ouais, ils peuvent se jouer en demi-finale. Et surtout, est-ce qu'on peut attendre? Alors peut-être Bercy, on verra ça au moment où le tableau tombera. Mais surtout, il y a le Masters à Turin chez Sinner à la mi-novembre, où là, les probabilités pour qu'il se joue sont quand même assez énormes. Et là, si on se retape un Sinner Alcaraz à ce moment-là, et pourquoi pas en finale de ce Masters, ce qui serait en soi assez logique, parce que je pense que on peut clairement dire que Sinner et Alcaraz sont les deux meilleurs joueurs sur l'année 2024. Donc, ça serait assez logique que pour le tournoi des maîtres, on ait une finale entre les deux. Là, ça peut être encore très intéressant, un autre niveau et un autre step psychologique aussi. Donc, c'est sûr que si on peut en avoir d'autres, on dit pas non. Justement, on va un peu aller plus loin dans le calendrier pour voir ce qui se passe dans ce début
de Master 1000 à Shanghai où là, l'acteur principal est surtout la pluie qui empêche les matchs de se jouer. Ça fait, enfin, au moment où on enregistre, ça fait 2 jours de suite où les matchs ne peuvent pas se jouer dehors. Donc, chaque match se fait un peu au compte-gouttes et c'est assez, en même temps, logiquement et tristement, les stars qui peuvent jouer sous le toit, parce que des mecs comme Sinner, Alcaraz ou Medvedev sont déjà au troisième tour, alors que d'autres attendent depuis 2 jours de jouer leur second tour, pardon. Mais bon, on va quand même pouvoir parler de ce qui a eu lieu jusqu'alors. PH, vas-y. Sur quel match aimerais-tu revenir sur ce début de Master 1000? Ah, j'avais encore la tête dans les étoiles, donc si tu veux, j'ai continué à regarder nos chers Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. Donc j'ai vu leur premier match qui sont plus ou moins ressemblés. Il y avait pas de. Moi, j'étais curieux de voir justement quand il y a une grosse finale comme ça entre deux joueurs à ce niveau-là, peu importe la catégorie d'ailleurs, comment ils allaient rebondir après, est-ce qu'il allait avoir potentiellement une sortie de route, même s'ils jouaient des joueurs qui étaient beaucoup moins forts qu'eux, mais non, finalement, ils ont pris le truc avec sérieux. Il n'y a pas eu il y a pas eu de problème à signaler pour les deux, et ils ont même gagné leur match suivant, donc ils ont l'air d'avoir bien récupéré. On a vu notamment une photo qui a tourné comme quoi ils avaient pris un jet ensemble pour venir de Pékin à Shanghai, donc l'ambiance est au beau fixe, le niveau de jeu aussi, donc j'avoue m'être concentré sur ces deux joueurs-là, et sinon rien à signaler à part ce que tu as mentionné avec le temps qui fait ses caprices, mais sinon non, deux favoris en tout cas qui sont au rendez-vous en ce début de tournoi et qui lancent parfaitement leur Masters 2. Ouais, bah, de toute manière, dans ce début de Shanghai, alors, il y a eu quelques surprises bien sûr, mais relativement faibles. On va dire que les surprises qu'il y a eu, jusqu'alors, c'est Rude qui perd contre Vukic, pardon. Vukic, c'est une autre joueuse contre Vukic. Euh, au deuxième tour, mais bon, Casper, il a l'air d'être perdu depuis la Terre. Euh, il, il, il erre un peu sur le circuit sans vraiment jouer ou faire de résultats. On a eu aussi Fils qui a gagné à Tokyo, qui a perdu dès son premier match contre Kerbales Baena, mais bon, on va pas trop lui en vouloir parce que bah, très peu de temps de repos entre sa victoire à Tokyo et son premier tour à Shanghai. Puis en plus, gagner un titre, pour lui, c'est pas comme pour Sinner ou Alcaraz, ça arrive pas aussi souvent, donc faut le temps de fêter ça, de se remettre dedans. Et puis après, en bas, on a Rublev qui a perdu contre Menchik. Mais bon, Menchik, on sait que sur dur, chaleur, il peut battre n'importe qui. Et d'ailleurs, il me semble que Menchik avait déjà battu Rublev à Dubaï, je crois, ou à À Doha. Doha, ouais, à Enfin, Doha. à l'un des deux tournois. Mm. Et on a Kachanov qui a perdu contre Giron au deuxième tour. Donc voilà un peu pour les surprises euh, pour le moment. Voilà. Fernando, toi, est-ce que tu as pu voir certains matchs et qu'est-ce que tu en as pensé pour le moment de ce tournoi? J'ai juste pu regarder des passages des matchs de Djokovic et d'Alcaraz et ils m'ont tous les deux laissé quelques questions. Oui, je suis pas. Mais après, c'est normal. Je pense qu'Alcaraz fait souvent ça. Sinner aussi d'ailleurs, de récupérer la forme au fur et à mesure qu'un tournoi avance. Djokovic, il m'interroge. Il m'interroge. Il est dans un état un petit peu hors de la compétition, quoi, presque. Mais pareil, j'ai l'espoir qu'il puisse progresser. Et bon, j'ai pu aussi regarder Rune contre Berrettini.
Et c'est un match dans lequel Rune finit par s'imposer. Et en même temps, où tu t'es dit à la fin du match, ça m'étonnerait pas que le match d'après, ils se prennent une raclée et qu'ils partent. Euh, il a toujours pas cette capacité d'inspirer une confiance durable dans son jeu. Il y a beaucoup des phases où il sort un peu du match, je trouve. Bref, donc il continue cette errance qui dure pratiquement toute la saison. Oui, bah ça, c'est la définition de Rune, hein. C'est le niveau pour battre n'importe qui, mais après, pour perdre contre n'importe qui aussi. C'est un peu son problème actuellement. Donc voilà où on en est pour Shanghai. Donc avec globalement toutes les grosses têtes qui sont présentes. Mais bon, pour le moment, pas encore beaucoup de matchs à se mettre sous la dent. On espère que sur cette semaine, ça va s'arranger. Donc nous, on se retrouve bah, la semaine prochaine pour parler plus en profondeur de Shanghai de Yuan chez les filles. En attendant, on se dit, enfin, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde.